Bonjour à tous. J'ai eu l'idée de cette vidéo suite à un commentaire sur la dernière que j'ai faite sur Funkinos. En voulant la faire, j'ai vu un extrait de l'émission La Grande Librairie dans laquelle il y avait justement David Funkinos et Christophe André. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe André, mais c'est un psychiatre qui s'est spécialisé dans le développement personnel et qui écrit à peu près, je sais pas moi, tous les 2 ans, un livre sur la méditation par exemple, ou sur pas mal de sujets qui sont moins médicaux, moins psychologico-psychiatriques, et plus dans la recherche du bonheur, la recherche, peut-être pas vraiment du bonheur à proprement parler, mais d'une forme de sérénité. Pour ceux qui se sont déjà intéressés au développement personnel, Christophe André, c'est une des figures phares, avec d'autres comme Mathieu Ricard par exemple. Et donc, voir leur attitude l'un envers l'autre sur ce plateau m'a mis un petit malaise, un petit grain dans la machine, parce que je voyais qu'il y avait une forme de connivence entre eux, une forme de camaraderie, et je me suis demandé pourquoi, quand c'est pas des médecins, mais plutôt des psychothérapeutes ou des psychiatres, donc qui s'intéressent plus à la psyché humaine que au fonctionnement du corps, pourquoi on admet plus qu'il puisse y avoir une portée, une dissémination de ces idées-là dans la littérature. Pour commencer, déjà, il faudrait revenir à la source qui est donc le développement personnel. Le développement personnel, ça fait des années que c'est vraiment le sujet, que ça a pris progressivement de plus en plus de place sur les étagères des librairies, et en fait, le développement personnel repose sur l'idée qu'il est possible que l'on ne soit pas heureux, mais que plutôt que de rester dans une posture un peu presque victimaire, on a l'impression que c'est ce qu'ils sous-entendent, il faudrait essayer de voir en soi ce que l'on peut modifier, ou, enfin c'est comme le truc des alcooliques, là, modifier ce que l'on peut et accepter ce que l'on ne peut pas modifier. Donc c'est un peu ça. Essayer, il y a quand même une grande idée de modification d'habitudes, de routines, de mise en place de petits rituels qui sont censés aider la personne à vivre mieux sa vie, à vivre mieux les aléas de sa vie. Pour citer des trucs de développement personnel, un qui est souvent mis en avant, c'est par exemple les 4 accords Toltec. Donc on s'aperçoit en plus qu'il y a quelque chose dans ces livres qui est très consensuel, qui évite la conflictualité du monde pour, par exemple, je crois que dans les 4 accords Toltec, un des 4 accords, c'est de ne pas critiquer, de ne pas rentrer en conflit avec les personnes, même quand ça nous énerve, prendre sur soi finalement, digérer le conflit avant qu'il ne soit vraiment trop embêtant, que ce soit vraiment trop, que ça puisse avoir des conséquences sur sa vie. Après, tout ce qui est par rapport, enfin, les conseils un peu bateaux de faire du sport, manger, enfin, boire bien de l'eau, manger correctement, essayer de dormir. La méditation aussi qui y revient. Souvent, quand on en a lu un de ces livres, on peut en avoir lu 1000, c'est la même chose. Les conseils, justement, c'est des conseils bateaux qui sont enrobés dans des packaging un peu marketing. Ça peut être, par exemple, essayer de voir telle habitude de vie de tel pays, par exemple le hygge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du hygge, c'est en Suède, à apprendre le bonheur simple des Suédois. J'avais vu un autre truc, c'était hawaïen, je crois. Donc c'est des habitudes comme ça, l'ikigai aussi, le truc japonais, je sais même plus ce que c'est. L'ikigai, je sais pas si c'est pas le truc de réparer ce qui est cassé. Et que donc par conséquent c'est montrer comment on peut récupérer les choses et les réparer plutôt que de jeter et de... Voilà à peu près ce qu'est le développement personnel, c'est aider des personnes qui souffrent dans leur vie à essayer d'aller mieux. Donc là on peut se dire, soit, c'est bien, après tout, pourquoi la France est le pays qui prend le plus d'antidépresseurs, pourquoi ne pas essayer de trouver des méthodes plus naturelles pour aller mieux? Donc déjà, d'une part, ok, oui, on peut admettre cette idée, si seulement ces livres aidaient vraiment, mais bon, soit, disons, d'accord, si c'est dans un but uniquement par rapport au bonheur, par rapport au confort de la personne, à son bien-être, oui, pourquoi pas, moi je ne vais pas critiquer le fait que les gens veuillent aller mieux dans leur vie, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a de plus en plus de personnes qui critiquent le fait que souvent, ce qui est sous-entendu, en fait, dans ces livres, c'est que la personne, si elle va mal, finalement, c'est à cause d'elle. Et que donc, le monde dans lequel elle vit, le monde social dans lequel elle vit, n'a pas à être vraiment remis en question. La personne doit juste voir ce qui, elle, ne fonctionne pas dans sa vie et essayer de s'adapter. Finalement, le développement personnel propose une règle qui est vraiment libérale, qui est celle de l'adaptabilité, de la flexibilité. Elle nous rend comme des parfaits petits salariés, malléables, qui doivent en plus sourire. Et donc, à côté de ça aussi, le développement personnel
peut aussi avoir un côté, ce que je disais tout à l'heure sur le côté victimaire qui va voir dans l'attitude des gens une attitude, une posture victimaire, et donc ne pas vraiment reconnaître sa souffrance et son unicité plutôt, je crois que je me trompais souvent, et plutôt en fait proposer des solutions extrêmement génériques, extrêmement généralistes, à tout un tas de gens qui ont des profils vraiment chacun différents. Donc finalement, on propose une solution unique à des gens qui peuvent avoir des problèmes. Enfin, une personne qui souffre peut souffrir pour des raisons, pour mille et une raisons, des raisons qui peuvent être aussi graves, qui peuvent être des maladies mentales par exemple, ou encore des souffrances causées par la toxicité d'un entourage. Donc voilà, c'est ça, c'est des choses qui ont été assez souvent soulevées. Je crois par exemple par la philosophe Julia de Funès dans un essai sur le développement personnel que j'avais lu il y a quelques années. C'est un état des lieux du développement personnel. On peut se dire, soit, si moi, qui est plutôt une littéraire, ça ne m'intéresse pas, j'ai qu'à ne pas lire les livres dans le rayon du développement personnel. Mais le problème, c'est que non seulement ils se sont allongés peu à peu, il a commencé à y avoir une non-étanchéité, donc une porosité entre cette littérature de développement personnel et la véritable littérature. Ça a commencé avec des personnes comme Delacour, dont je vous parlais l'an dernier, qui avait écrit La liste de mes envies, par exemple. C'est aussi emblématisé par des personnes comme Funkinos, dont je parlais la semaine dernière, qui écrit assez régulièrement, tous les 2 ans, un livre qu'on peut qualifier de feel good. Et les personnes, par contre, qui sont vraiment dans cette veine-là, et où c'est un point qui est vraiment symptomatique, c'est les personnes comme Virginie Grimaldi, Raphaël Giordano, Agnès Martin Lugan, ou quelque chose comme ça, Aurélie Vallogne, Mélissa d'Acosta. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette littérature qui se feel-goodise? Est-ce que c'est un problème en soi? Alors, le truc, c'est que on peut reprocher à cette littérature la même chose qu'on peut reprocher au développement personnel pur et dur, c'est-à-dire que l'idéologie qui est derrière est celle, encore une fois, de la flexibilité de la personne qui lit. Déjà, rien que par la forme, et le fait que les personnages qui sont mis en scène sont souvent interchangeables et sont souvent des doubles à la fois de l'écrivaine, mais aussi de la potentielle lectrice. Parce qu'il faut s'intéresser quand même au public cible de ces livres, qui est souvent des femmes d'une quarantaine d'années, je pense, mères de famille, peut-être insatisfaites dans leur vie de couple et de vie de famille et vie professionnelle, et qui sont en recherche de réponses. C'est exactement en fait le public du développement personnel classique. Pas forcément, après je schématise, ça peut être aussi des personnes qui sont bien, mais qui ont envie de se sentir bien. Et on voit que c'est quelque chose qui est souvent mis en valeur, que ce soit sur les articles qui parlent du feel good, ou que ce soit sur les couvertures même de ces livres. Ce sont des livres qui sont censés faire du bien. Ce sont des livres qui sont censés offrir une parenthèse, une petite bulle de confort à la personne, un côté cocooning, comme le serait un soin pour la peau, un massage ou quelque chose comme ça. En fait, ces livres, au lieu d'être des œuvres d'art singulières, avec une idée du monde singulière qui serait celle de l'auteur ou de l'autrice, c'est plutôt une sorte de produit avec des personnages génériques dans lesquels, des coquilles vides, dans lesquels les lecteurs peuvent se projeter facilement, c'est ce que je disais la semaine dernière sur Funkinos, et qui vont proposer ces livres des conseils, des petites choses à appliquer dans sa vie, comme le ferait un livre de développement personnel. Il va conseiller, par exemple, de faire plus d'efforts, de s'habiller différemment, d'essayer de reséduire son mari avec... Là, je parle par exemple de celui de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui fait partie des pires livres que j'ai lus. Ce livre va, au lieu, en fait, de reconnaître vraiment la souffrance de la lectrice, elle va lui dire, si tu n'es pas heureuse, c'est que finalement tu ne fais pas assez d'efforts. Donc tu vas te remettre en forme avec du sport, je sais plus si c'est dit de manière textuelle comme ça, mais en tout cas je me rappelle que par rapport au couple, elle va faire peser sur les épaules de la femme tous les efforts à faire, toutes les choses à mettre en place pour la séduction. Aussi, par rapport au travail, elle va lui dire, tu n'es pas heureuse dans ton travail, soit, ok, pourquoi je dis soit, je sais pas, mais bon bref, tu n'es pas heureuse dans ton travail, très bien, change de travail. C'est quoi ta passion dans la vie? Ben, je sais plus, dans ma vidéo où je disais que c'était le pire livre que j'avais lu, j'avais dit le macramé par hasard, je me rappelle de ça, je me rappelle plus quelle était la passion de l'héroïne, comme quoi ça devait être une passion très générale. Donc tu adores le macramé, vas-y, fais-en ton boulot.
deviens auto-entrepreneur, essaie de gagner ta vie comme ça. Si tu es dans cette vidéo, c'est que toi aussi tu cherches à devenir libre financièrement. Comment atteindre son indépendance financière, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment devenir indépendant financièrement. C'est le message de tous ces entrepreneurs qui disent « gagne ta liberté financière, comme si c'était à la portée de tout le monde, et de toutes les bourses surtout. Parce que pour gagner sa liberté financière, il faut déjà avoir un sacré parachute quand même derrière qui peut nous aider à amortir la chute si jamais la super auto-entreprise ne fonctionne pas. Ces petits conseils, une fois mis en place, il y a même, je crois, un cahier à la fin du livre pour montrer ce que la personne a fait et pour suivre sa progression vers le bonheur. C'est pas en appliquant des recettes qui sont extrêmement génériques, je le répète, qu'on va réussir en fait à trouver une sorte de sérénité dans notre vie. En fait, ces livres, comme je disais, ils vont nous empêcher de trouver des réponses politiques. Il faut se décentrer un peu en fait de ce genre de questionnement pour trouver ce qui nous plaît et ce qui nous rend heureux dans ce cas-là, quoi. Mais bon, admettons que ça offre la solution du bonheur. Ça m'étonnerait parce que vu le nombre de livres qui sortent, c'est comme l'histoire des collants, qu'au début, pendant la guerre, ils avaient trouvé la solution pour des collants qui ne filent jamais et que finalement, ils ont fait en sorte qu'ils deviennent moins solides pour que les gens en rachètent. Ces livres, ben, si ils donnaient vraiment une solution qui fonctionne, il n'y aurait pas des suites, il n'y aurait pas 36 000... Enfin, Grimaldi ne pondrait pas un livre tous les ans ou tous les 2 ans, quoi. Là, c'est le mal que peut faire, je pense, ces livres aux personnes, donc ça répond à la problématique de ma vidéo qui est « est-ce que ce sont des livres qui font du bien ?» Je ne pense pas. Mais après, est-ce que ce sont des livres qui font du bien à la littérature? Je ne pense pas non plus. Je sais que les libraires, par exemple, ou certains auteurs qui vendent ce genre de livres, sont plutôt heureux, parce que pour eux, ce sont des livres qui ont aidé la littérature, ou en tout cas le monde du livre, à se refaire un peu une santé, à se refaire la cerise. Donc, bien sûr, dans ce sens-là, on peut dire « oui, ok ». Virginie Grimaldi peut-être aide les éditeurs, aide les auteurs, enfin aide les éditeurs, aide les libraires, et par extension, si elle aide les éditeurs, peut-être que grâce à l'argent qu'elle ramène dans sa maison d'édition, la maison pourra faire des choix plus expérimentaux et éditer des auteurs plus confidentiels. Parce que c'est le cas, je ne crois pas. Je crois plutôt que les maisons qui vont avoir une poule aux œufs d'or comme Grimaldi vont plutôt se spécialiser dans ce genre de choses. Je crois qu'elle appartenait à la maison de Michel Lafon, qui est plutôt spécialisée justement dans le feel-good. Mais bon, est-ce qu'elle fait du bien après à la littérature même, au texte? Et encore une fois, non, je ne crois pas. Je crois que ces livres, justement, en empruntant en plus à la langue managériale, empruntent aussi ses anglicismes, empruntent aussi sa manière de parler, ce côté, ces injonctions un peu qui n'en sont pas totalement, ces conseils, ces ci, ces là, ce côté aussi, justement, pour plaire le plus possible, va essayer d'avoir une langue le plus lisse, la plus accessible. Et on pourrait voir ça comme quelque chose de positif aussi, puisque si ça mène les gens à la lecture, par exemple, quand Nicolas Mathieu a cette ambition de faire de la littérature populaire, moi je comprends. Si à côté, la structure du roman, enfin si on peut appeler ça des romans, n'était pas extrêmement répétitive, extrêmement générique, encore une fois, c'est ça le problème. Ces livres sont une sorte de recette qu'on applique, et les gens en tirent peut-être un plaisir justement parce qu'ils connaissent ces recettes. De reconnaître quelque chose, c'est le même en fait phénomène que par exemple pour des comédies romantiques, ou pour les hommes, pour ne pas que ça sonne sexiste, je sais pas moi, les mangas, certains shonen ou ce genre de choses. Je crois par exemple celui avec il y en a avec du foot, il y en a avec du basket, et puis on comprend, il y a des personnages types, des archétypes de personnages. Là c'est la même chose en fait. Le plaisir presque est là parce qu'on connaît le livre avant même de l'avoir lu. On veut voir finalement si nos pressentiments se trompent ou pas, et souvent ils ne se trompent pas. Et le lecteur en tire une certaine satisfaction. On remarque donc que dans ces recettes, il y a des motifs qui se retrouvent. Par exemple, les titres de ces livres sont extrêmement longs, un peu niaiseux, ne veulent pas dire grand-chose, souvent ils sont assez abstraits. On a l'impression que la personne a tiré au sort des trucs, par exemple elle va tirer le mot chèvre ou le mot sauterelle et elle va dire la sagesse millénaire des sauterelles. Je crois que j'avais fait cette blague déjà dans un de mes livres, mais bon bref. On remarque aussi que les problèmes qui sont mis en scène sont souvent des problèmes, encore une fois, qui touchent monsieur et madame tout le monde, sans être non plus vraiment comme je disais, dans la conflictualité, dans tout ce qui pourrait être tabou dans notre société.
Je crois pas qu'il y ait beaucoup de livres feel-good qui parlent par exemple de l'inceste ou par exemple des violences conjugales. Ça va être des problèmes plutôt comme ne plus se sentir bien dans sa peau après plusieurs grossesses par exemple, donc on aurait pris du poids, la peur du divorce, les deuils aussi, parce que les deuils sont quelque chose qui touche tout le monde, et ça peut mener vers un discours un peu qui n'est pas clivant, qui n'est pas dans une idée de rupture, comme pourrait l'être justement les violences conjugales ou l'inceste, ou ce genre de choses. Par exemple, au niveau des maladies mentales, c'est la même chose. Ces personnes, on ne dit pas le mot dépression, on ne dit pas le mot trouble anxieux ou ce genre de choses. Je crois que, il me semble que dans Giordano, peut-être qu'elle disait qu'elle était angoissée, donc on va euphémiser plutôt ce genre de choses, peut-être justement pour pouvoir donner des conseils qui ne sont pas médicaux, et donc ne pas faire de la médecine, puisque c'est illégal de donner des conseils médicaux. Donc je pense qu'on va essayer d'euphémiser la situation psychologique des gens, plutôt que dire tu es dépressif, on va dire tu es déprimé. Tu souffres de troubles anxieux, ben tu es, comme je disais, tu es angoissé, tu es stressé. Et donc, si tu es stressé, c'est peut-être le travail, d'accord? Mais donc, on va jamais, en fait, montrer dans quel système ce stress est à tout le monde, en fait. C'est tout le monde du travail qui crée de la souffrance. C'est tout le monde du travail avec ses liens de subordination, avec le fait son fait d'exploitation même, j'ai envie de dire, qui cause de la souffrance. Mais on va jamais dire ça, c'est jamais toi, ta collègue, tes amis, faites un syndicat et essayez de trouver une solution à ça. Non, ça va être toi, tu te casses, tu laisses tes amis, tes collègues dans leur situation et tu vas essayer de te recentrer sur toi. Pour le couple, c'est pareil. On va pas montrer justement qu'il peut y avoir des choses comme les tâches ménagères, le soin aux enfants, toutes ces choses en fait qui sont peu gratifiantes et qui sont souvent, c'est la femme qui s'en occupe. Jamais il va y avoir de messages vraiment féministes dans ces livres où on dira, écoute, fais une discussion avec ton mec pour voir est-ce que vous pouvez pas mieux partager les tâches ménagères. Jamais il va y avoir ce genre de truc, ça va être plutôt, on va, il me semble dans ce que j'ai lu en tout cas, c'est plutôt, on va essayer de faire garder les enfants, donc une solution plutôt pour les classes moyennes plutôt supérieures ou voire les classes plus privilégiées, et vous allez aller au restaurant avec ton mec. Et tu vas mettre une jolie petite musette, etc. Et puis paf, c'est bon, c'est reparti comme en 14. Donc, à des problèmes comme ça qui sont politiques, on va proposer, comme je disais, des solutions qui sont génériques, et qui en plus ne sont... En fait, moi, ce qui m'énerve en fait dans ces livres, c'est l'impression de lire... je sais pas si vous connaissiez, quand on était jeune, il y avait ce roman dont tu es le héros. Et en fait, c'était avec des triples choix comme ça, et l'histoire prenait tel chemin selon les choix qu'on faisait. Qui est assez inventif d'ailleurs quand on y pense. Moi, ça me fait penser à ça, mais en raté. Parce qu'en fait, il y a peut-être plusieurs solutions, mais dans tous les cas, la fin du livre, il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas de tension. Et la littérature, je crois que c'est quand même apporter une tension, que ce soit une tension interne ou externe. Donc c'est anti-romanesque par essence, en fait, quand on y réfléchit. Donc voilà, pour conclure, est-ce que, après le feel-good, tue la littérature? Je pense pas. Je pense que dans tous les cas, les auteurs qui ont envie d'écrire de la vraie littérature, vont pas faire du feel-good, quoi. Je pense que c'est deux routes qui ne se croisent pas. Après, est-ce que les lecteurs vont avoir moins l'occasion de tomber sur ce genre de livre dans le futur? Est-ce que, en fait, le feel-good est l'avenir de la littérature? Je ne pense pas non plus. Je pense que, heureusement, le phénomène s'essouffle peu à peu. Il y a toujours un succès qui est populaire, il y a toujours un succès commercial de ces livres, mais finalement je pense qu'il faut voir ça avec plutôt de la sagesse, parce que c'est le dernier point sur lequel je voulais insister, finalement les gens lisent ce qu'ils veulent. Alors ok, j'ai passé peut-être 20 minutes à critiquer, mais ce que je veux dire c'est que pour moi que des gens lisent ça ou qui lisent des comédies romantiques, c'est un peu la même chose. Ce qui me pose problème, c'est quand on nous fait croire que c'est de la littérature et que ces gens-là vont prendre de haut d'autres gens qui regardent plutôt la télé ou je sais pas, lisent des trucs de réseaux sociaux et vont le dire, moi je lis, enfin, que la grand-mère par exemple qui va faire ça, qui va fustiger sa petite fille parce qu'elle prend des mangas plutôt que de la vraie littérature. En fait, ces livres n'en sont pas, mais
les gens qui les lisent ne font de mal à personne. Moi, c'est plutôt les gens qui les écrivent et les gens qui les éditent qui me posent problème. Après, bon, si les gens pensent que ça leur fait du bien, même si ça n'est pas le cas, pourquoi pas? Après tout, on peut manger des Maltesers en pensant que ça nous fait du bien, et après, le lendemain, on a un peu mal au ventre. C'est la vie. Je pense, et surtout, je pense que ça s'essouffle un peu au profit d'autres sous-genres, qui est par exemple l'anticipation, qui est de plus en plus, qui apparaît de plus en plus lors des rentrées littéraires. Ça serait peut-être un sujet aussi de voir comment l'anticipation est transformée pour faire des romans en thèse. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Sinon, proposez-moi un autre sujet de la sorte. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.